Ces rencontres transfrontalières d'astronomie amateur 2022. Et avant de commencer, je dois corriger une petite erreur, une grosse erreur que j'ai commise tout à l'heure au moment de les remerciements. J'ai oublié de remercier l'équipe de traductrices qui sont là-bas et qui font un excellent travail. Tous les commentaires que j'ai entendus sont très très positifs. Merci. Bon, hier, Javier Armentia a présenté notre conférencier de l'inauguration, David Valsgabo, et il a eu la chance de dire qu'il connaissait David depuis longtemps. Moi, malheureusement, je ne peux pas dire ça avec notre conférencier Frédéric Poidevin. En fait, je l'ai connu en personne hier, mais je peux vous dire que j'ai trouvé un astronome remarquable et surtout une belle personne. Frédéric travaille depuis quelques années à l'IAC. Il a étudié à l'université d'Angers et a fait son doctorat à Montréal, ainsi que plusieurs postdocs à Toulouse, Sao Paulo, Londres, Tenerife, où il développe actuellement son activité professionnelle. Plus de 70 publications à sa charge sur des différents domaines d'intérêt comme les supernovae, la formation et évolution des galaxies, les nuages moléculaires et formation stellaire, le champ magnétique des étoiles, l'évolution de la poussière cosmique, et 14 pages de CV que je ne vais pas vous lire maintenant. Et Frédéric, le temps est à toi pour nous parler de l'astronomie à l'ère des grands relevés optiques dans les domaines temporels. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup, Sato. Et merci beaucoup pour l'invitation. Je voudrais remercier aussi les organisateurs et puis vous tous pour votre présence. Je suis pas très habitué à ce genre d'exercice en public, donc j'espère que je vais vous passer des informations qui vont pas trop vous assommer à l'heure qu'il est et qui vont être d'intérêt aussi. J'ai essayé de faire une présentation à différents niveaux. Donc je vais vous parler des projets actuels et en préparation pour faire les cartographies du ciel de manière régulière à une cadence de toutes les nuits ou toutes les 2 nuits pour voir les variations qu'on voit dans le ciel. Donc je vais vous parler de ça principalement. Donc sur la premier transparent, c'est principalement pour montrer que la présentation est limitée à la lumière visible, mais comme vous le savez, il y a plein d'autres informations qui nous proviennent du spectre électromagnétique. Et à l'ère de l'astronomie, avec les grands projets, les grandes données qui sont produites, il y a énormément d'études qui combinent la lumière visible avec d'autres longueurs d'onde. Donc je vais surtout vous parler de la lumière visible. Le plan, il est un petit peu long. Je vais vous parler faire une introduction sur les phénomènes célestes transitoires et variables ou cycliques. Et puis je vais vous parler principalement des phénomènes transitoires dans la présentation. Ensuite, je ferai des présentations de 3 projets. Le projet Atlas, le projet qui pour la détection d'impact de météorites, qui pourrait être dangereuse. Le projet ZTF, qui est celui actuellement en cours, qui est un précurseur au projet LSCCT, et je vous montrerai quelques résultats généraux et qu'on a. Et puis ensuite, quelques lignes sur l'astronomie amateur et les projets éducatifs en rapport avec l'astronomie temporelle. Puis la conclusion, bien sûr. Donc juste ça, c'est un petit aparté, c'est un site géré par le CNRS que j'utiliserai fréquemment pour voir une définition. Donc si on regarde la définition de cycle, c'est comme vous le savez, c'est une période au terme de laquelle se reproduit un événement. Donc comme on le sait, comme on l'a vu hier aussi dans la présentation de David, il y a un exemple d'étoiles variables qui sont très connues. Il y a des cycles aussi quand on a un système planétaire avec son étoile et une occultation par l'étoile. Si l'orientation du système est bonne par rapport à notre point de vue d'observateur, on peut voir des variations de lumière. Il y a eu une très belle présentation avec des données de l'IAC 80 ce matin. Et donc on voit les effets. Donc
C'est juste pour dire que si à l'œil nu tout paraît très calme, si on photographie, on voit qu'il y a des rotations, et si on regarde avec des instruments un peu plus profonds, un peu plus puissants, on détecte ce qu'on appelle les transitoires. Donc ça, c'est un phénomène qui passe très vite, qui ne dure pas. Donc il n'y a pas de définition scientifique dans ce dictionnaire, ce qui est intéressant. Donc des exemples très connus de transitoires. Enfin, un des premiers rapportés dans la littérature qui vient de Chine, c'est les supernovas. Donc c'est SN 1054, découverte en 1054 à l'œil nu, dont on voit les traces actuellement toujours, et qui est toujours très étudiée. Et puis plus tard, il y en a eu quelques autres. Il y a eu SN 1604 qui fut étudié par Kepler. Donc les supernovas sont des étoiles en fin de vie, comme beaucoup de vous le savent déjà. Il y en a différents types. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des recherches qui ont montré que on a découvert des traces de supernovas sur la Terre, à travers au fond des océans, à travers des études d'éléments lourds. Mais par contre, ce n'est pas du tout associé à une période de cataclysmique où il y aurait eu un changement d'espèce. Mais il est possible que ça ait impacté sur le climat et impacté à grande échelle sur la Terre. Et en moyenne dans la galaxie, donc ça c'est pour des supernovas dans notre galaxie, et en moyenne, la prédiction c'est qu'il y en a une qui explose à peu près tous les 50 ans. Et on n'en a pas vu depuis à peu près 4 siècles. C'est parce qu'on est dans une galaxie spirale, avec les bras spiraux, il y a énormément d'auscultation, de poussière. Donc si la statistique est bonne, c'est parce qu'on ne peut pas les voir d'où on est. Et un serveur qui est développé, qui est validé par l'Institut astronomique, l'Union d'astronomie internationale, pardon, l'IAU, s'appelle le TNS, c'est le serveur des noms de transitoires. Donc depuis 2016, ce serveur-là, qui est basé en Israël, s'est mis en contact avec l'IAU, et c'est l'endroit où des alertes ou des candidats de supernova ou de différents transitoires, des variables cataclysmiques, différents types d'objets qui sont variables ou transitoires sont répertoriés. Donc ça c'est juste pour donner un exemple de certains projets, les plus grands on les voit pas très bien, mais je vais en reparler plus tard. Des grands relevés comme ZTF et Atlas fournissent énormément de données qui font qu'on peut voir les premières courbes de lumière et rapporter des candidats supernova pour tel objet, candidats variables cataclysmiques pour tel objet, et ensuite, si on a la possibilité de faire de la spectroscopie, de les classifier, puis de comparer, de s'assurer du type d'objet que c'est. Donc juste pour vous montrer un peu, là ça commence, je vais voir si ça fonctionne. Hop, est-ce que c'est là? Ah pardon. Hop. Bon, juste pour vous montrer, là sur le graphe en bas, chaque point c'est un mois, et ça commence en 2016. Donc on voit en fait que depuis 2016, il y a c'était à peu près une cinquantaine de candidats de supernova et de transitoires. Et puis ça a doublé d'un facteur 8, surtout dans les dernières années, parce que grâce au projet dont je vais vous parler. Donc ça c'est le même plot, mais c'est avec les objets qui ont été identifiés et classés. Et donc là c'est une fraction beaucoup plus faible. Donc si on regarde le ciel tel qu'on le voit, sur 4 années à peu près, 5 années principalement, il y avait d'autres objets répertoriés sur le TNS, c'est à peu près tout le ciel, ça explose un peu partout. Et évidemment il y a l'auscultation dans la partie où il y a le plan galactique dans cette projection, donc là où on ne voit pas de points. Et sur le TNS, il est possible d'envoyer donc des rapports, comme je vous disais. Donc ça, c'est juste un exemple d'une supernova super lumineuse qu'on a classée spectroscopiquement il y a 2 mois à peu près, à un redshift qu'on a essayé de déterminer à partir d'un spectre basse résolution qu'on peut voir sur la partie à gauche là. Et si je vous montre ça aussi, c'est parce que ce soir, j'ai des collègues qui sont en train d'observer, qui en principe vont essayer de l'observer, parce qu'on a des doutes sur la distance de cet objet. Le redshift, c'est la variable Z, là, 0,47, et on pense que c'est peut-être plus bas. Donc c'était juste pour vous le mentionner. Et puis ça, c'est un type de rapport qu'on voit dans ce serveur. Et si on parle de transitoire aussi, on parle de phénomènes cataclysmiques. Donc il y a d'autres phénomènes très intéressants, c'est les comètes et les météorites. Donc, si on se fie, si on voit sur la carte à gauche, là, c'est le Chicxulub, c'est du côté du Mexique.
Donc c'est le point d'impact d'une météorite de 10 km de diamètre, qui, il y a 65 millions d'années, a produit des changements radicaux sur Terre. Donc ce phénomène-là, il est très peu probable. Ça a été une théorie, et puis ça a aussi été cartographié parce qu'on voit le fond et comment a été modelé le sous-sol marin par l'impact. Donc ce genre de phénomène est très peu probable, mais ça peut arriver bien sûr. Et donc il y a des projets, comme vous avez vu dans l'actualité. Donc ça c'est une série d'images du projet Atlas. C'est pour le Dimorphos qui est dans le système de Didymos. Donc c'est une météorite qui est en rotation autour d'une plus grosse météorite. Et la mission DART, elle a été envoyée par une sonde pour voir s'il était possible de changer la trajectoire. Donc ce que je vous montre là, c'est une séquence de à peu près 2 heures d'images qui ont été obtenues avec le projet Atlas, qui est un projet pour monitorer, enfin surveiller le ciel, et essayer de catégoriser les différents types d'objets en mouvement qui pourraient avoir des impacts. Donc ça a été montré là il y a 3 jours dans Nature, que effectivement ils ont réussi à changer l'orbite, la durée de l'orbite de l'astéroïde qui était autour d'un plus gros astéroïde. Donc ça semble être une possibilité. En cas de gros objets volants, ça sera évidemment peut-être plus compliqué. Et donc le projet Atlas, c'est un projet qui a eu sa première, comme on dit dans le jargon astronomique, enfin qui a eu sa première lumière, sa première observation sur le ciel en 2013, qui est dirigé par John Tonry. Donc le but, c'est comme je vous disais, de faire un survey toutes les nuits, toutes les 2 nuits, de tout le ciel de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. Donc il y a un réseau de télescopes. Il y en a actuellement 2 à Hawaï, 1 au Chili et 1 en Afrique du Sud. Et il y a un 5e projet, une 5e unité qui est prévue sur le Teide à Tenerife. Donc dans le cas par exemple d'une météorite qui sera à peu près d'une vingtaine de mètres, il y aurait moyen de donner une alarme quelques jours avant. Et si c'est de 100 mètres, ça peut être détecté avant, et donc il y aurait quelques semaines pour prendre des décisions. Ça, c'est à peu près des prédictions. Sur la courbe de gauche, on voit il y a beaucoup d'informations là, mais l'axe du bas, c'est le diamètre des différents corps qui pourraient être en collision, et à droite, c'est l'intervalle en termes d'années. C'est une échelle inversée, donc ça augmente vers le bas. Donc c'est 10 puissance 8 années, c'est 10 millions d'années. 100 millions d'années, pour les plus gros corps qui pourraient avoir un impact, comme on a vu quand les dinosaures ont disparu. Donc à droite, c'est une photo de ce qui s'est passé en Russie au début du XXe siècle, et qui avait touché une surface énorme de 1150 km². Donc ça avait été étudié un peu à l'époque. Et le projet Atlas, qui est vraiment impressionnant, c'est que c'est un télescope avec un miroir primaire de 50 cm. Donc ce que fait Atlas, c'est qu'il répertorie les astéroïdes proches de la Terre, les confirme ou non, et puis ensuite, dans une base de données, leur balistique peut être étudiée par qui y a accès. Donc, pour donner quelques nombres, en fait, sont des observations de 30 secondes chacune qui vont jusqu'à une magnitude de 20. Le ciel, il est rescanné complètement, réobservé complètement au bout d'une heure. Donc, ça fait à peu près une image de 1000 images par site, il y a 4 sites pour l'instant par nuit, et donc on parle de 150 gigabytes par nuit. Et c'est pas un projet énorme, mais on voit que le volume de données est énorme par contre. Et donc il y a les impacts, les alertes d'impact, et ce qui lui permet d'aller à 20 magnitudes, et c'est très intéressant, c'est qu'il utilise des filtres à bande très large, en bande cyan et orange, qui recouvrent le vert, le rouge et la bande Z. Donc ça, ce sont des différentes courbes de lumière qu'on peut voir d'Atlas. Donc c'est juste des exemples. Et ce qui est intéressant, c'est que si jamais vous avez une position sur le ciel, que vous êtes curieux, parce que vous avez entendu parler de tel objet, vous pouvez faire votre propre recherche, vous juste ouvrir un compte et faire de la photométrie forcée, comme on dit. Donc ça veut dire que ça fait la photométrie différentielle sur les images, et chaque point correspond à une unité de temps. Et donc vous avez les 2 couleurs, le filtre cyan et le filtre orange. Et puis la courbe du bas, c'est sur une échelle de temps beaucoup plus grande. Donc ça, c'est un phénomène qui
qui est visible de manière récurrente, et donc on obtient complètement un autre type de courbe de lumière. Et ça, c'est juste pour vous donner un exemple d'une supernova superlumineuse dont je vais reparler plus tard. Je vais reparler des supernovas superlumineuses qu'on a classées à l'IAC, et là, c'est juste pour vous montrer les données. Et donc Atlas est très actif dans TNSC et rapporte énormément d'alertes. Et dans la foulée d'Atlas, il y a le projet Zwicky Transient Facility, qui est un peu le centre de cette discussion, de cette présentation. Donc comme on a eu de belles explications hier sur le mont Palomar, c'est une expérimentation qui est montée sur le télescope Samuel Oshine en Californie. C'est la suite de projets précurseurs, mais qui ne balayaient pas tout le ciel. Et le ZTF, lui, balaye tout le ciel de l'hémisphère nord. Donc il y a eu deux générations de projets qui ont cartographié certaines parties du ciel et qui ont découvert beaucoup de supernovas. Et en 2018, mars 2018, c'est la première lumière de ZTF. Ah non, 2017, pardon. Donc on peut voir sur la carte, là à gauche, c'est un télescope d'1,2 mètre. Ils ont aussi sur l'autre télescope de 60 pouces d'1,5 mètre, un spectrographe avec un robot qui permet de classifier beaucoup d'objets. Donc la caméra est très large, c'est une caméra grand champ, c'est un prototype qu'ils ont développé. Donc ça, c'est pour vous montrer un peu la monture sur le télescope Samuel Oshine télescope. Donc la caméra est au centre de l'image. Et elle est faite de 16 CCD, et chacun avec 4 cadrans. Donc ils ont 64 CCD qui produisent des images. Et en fait, chaque image a une taille de presque 854 degrés carrés sur le ciel. Ils utilisent 3 filtres. Donc si je mentionne ça aussi, c'est parce que toutes les données en bande G dans les filtres verts et rouges sont publiques. Elles sont accessibles. Pas directement, mais elles sont processées par ce qui s'appelle des brokers. Et donc il y a une très bonne qualité du ciel. La profondeur va varier avec la Lune, donc il y a une périodicité de 2 semaines avec la Lune, donc des magnitudes différentes. Et juste pour vous montrer un exemple, sur l'image de gauche, c'est une supernova dans une galaxie. Sur l'image de droite, c'est l'image de référence avant que la supernova apparaisse. Et tout à droite, on ne le voit pas très bien sur l'écran, mais je vais vous le montrer un peu mieux après. C'est ce qui reste, et donc c'est l'imagerie différentielle. Et donc ça permet de reconstruire point par point, à travers tous les filtres, ce genre de courbe. Donc on voit mieux la galaxie, et puis donc ça produit énormément de données, et on s'en sert énormément. Donc là, c'est quelques numéros, tous les 2 mois, il y a une réalisation publique de données, qui sont accessibles dans les bandes G et R, enfin dans les bandes vertes et rouges. Et ça produit de la courbe de lumière. C'est difficile à compter, on parle de milliards de courbes de lumière. Si seulement avec une mesure dans les 3 filtres pour la colonne du bas, on parle de plus de 4 milliards de courbes de lumière. Et si on mélange avec toujours les 3 filtres, et en utilisant les courbes de lumière qui ont au moins 20 points, on parle de 2 milliards 354 000 millions et des poussières de courbes de lumière. Donc le projet, il a été bien pensé. Par nuit, c'est à peu près 1 million d'alertes par nuit. Donc ça veut dire qu'en comparant avec le ciel d'hier, enfin le ciel stable qui n'a pas changé sur plusieurs nuits, il voit des différences, des variations. Donc certaines sont ce qu'ils appellent des bogus, des erreurs dues à l'imagerie, la technique, et d'autres sont des alertes réelles. Donc ça produit à peu près 60 gigabytes de données par nuit. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que le système d'alerte, il fonctionne en 20 minutes. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont cartographié une partie du ciel, il y a les données qui sont en Californie à EPAC sont envoyées à l'Université de Washington, qui ensuite les envoie dans ce qu'on appelle les brokers, comme Antares, Laser, ALRC. Donc ce sont les systèmes qui vont traiter les données et qui vont faire tout un travail d'analyse avec différents aspects scientifiques en fonction des brokers. Et en 20 minutes, tout est dans la boîte, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Donc ça, c'est pour vous donner un exemple, c'est un des brokers à l'RC. Donc c'est une collaboration aussi avec le Chili. Et donc tout ça, c'est en préparation au projet LSST dont je vais vous parler après. Donc ZTF, c'est vraiment un Pathfinder, un prototype pour se préparer à un projet d'envergure encore plus grand qui sera au Chili. Et donc le broker ZTF, lui, utilise beaucoup de machine learning. Donc il y a toute une catégorisation sur ce qu'on voit sur le plot à droite. Donc il y a toute la famille des supernovas à gauche. Il y a
tout ce qui est relié au noyau actif des galaxies, qui va créer de la périodicité ou des mouvements aléatoires mais détectables dans les surveys. Il y a tout ce qui est relié aux étoiles pulsantes ou qui montrent des variations. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des phénomènes nouveaux qui ont été découverts avec ZTF qui n'étaient pas connus auparavant. Donc ça, c'est un exemple de broker. Ça, c'est un autre exemple de broker Antares, qui est lié à NoirLab, qui est la structure qui aux États-Unis, met en relation énormément de structures observationnelles. Et dans ce cas-là, on peut faire des recoupements avec des catalogues de galaxies qui sont existants pour avoir plus d'informations sur l'endroit où le transitoire a explosé. Donc il y a tout un tas de sciences qui peut être fait très rapidement, puisqu'en même temps, ce sont des phénomènes qui parfois sont très rapides. Donc ça, c'est une autre courbe de lumière qu'on avait classée avec les données de ZTF. Ça, c'est donc ça, c'est celle-ci. Ça, c'est une autre courbe de lumière. Ça, c'est laser. Pardon, à l'air, j'en ai parlé. Laser, c'est un autre type de broker qui est au Royaume-Uni et puis à Édimbourg. Eux, il y a un système très intelligent de comparaison avec les catalogues pour donner de l'information utile. Parce que le compliqué avec toutes ces données qui sont produites, toutes ces courbes de lumière, c'est comment analyser, comment décider telle source, on va l'observer, telle source, on va faire de la science avec. Donc on essaie d'optimiser toute l'information, mais recueillir et avoir toute cette information en un temps rapide sont des problématiques dont je vais reparler un peu plus avec le projet d'après. Donc ça, c'est c'est la première supernova superlumineuse qu'on a découvert dans le projet. Je vais vous expliquer un peu plus le projet. Le but, c'était pas de découvrir des supernovas superlumineuses, mais on a classé d'autres objets. Et puis il y a aussi un autre broker qui est lui français pour le coup, c'est Think. Et avec du machine learning, eux, ils sont plus intéressés à des effets d'étoiles variables. Le micro-lancing, c'est si vous avez une étoile qui passe derrière une autre étoile, vous allez avoir un effet juste par la gravité de l'étoile de lancing, comme par la théorie d'Einstein de la gravité. Et ça peut être détecté à des niveaux de magnitude. Donc ils ont développé des modèles. Donc les différents brokers ont leur propre intérêt scientifique, et on peut interagir avec eux si on a des idées. Et donc ça, c'était un autre exemple de supernova qu'on a classé. On pensait que c'était autre chose, et c'est une supernova type Oumuamua. Donc il y a énormément de variétés de transitoires. Ce qu'on voit sur ce graphe, c'était à la fin d'une première période d'exploitation des données de ZTF, c'était de voir dans ce diagramme. Donc en bas, c'est une échelle temporelle en fonction du maximum. Donc la courbe de lumière, elle peut être très rapide, elle peut être très lente. Donc c'est une métrique qui est reliée à ça. Et ensuite, c'est la magnitude absolue des objets. Donc on voit les novas classiques dont on a entendu parler hier. Quand on monte sur des objets beaucoup plus puissants en termes d'explosion, il y a les supernovas type Oumuamua. En haut à gauche, il y a en bleu-vert, il y a ce qui s'appelle les Fast Blue Optical Transients. Et ce sont des objets très rapides qui émettent aussi dans la radio et le rayon X. Et on ne connaît pas encore l'origine, mais c'est étudié et ça a été découvert avec ce survey. Et puis il y a les TDE, c'est Tidal Disruptive Event, c'est-à-dire que quand on a un corps massif comme un trou noir, si une étoile est capturée par le trou noir, elle est complètement désagrégée. Donc ça va faire un disque de matière autour du trou noir qui va accréter très rapidement, et ça produit énormément de lumière. Et avec ZTF, il y a de nouvelles études qui permettent de les étudier, les classifier en fonction de ce qui est observé dans la spectroscopie. Donc plein de recherches nouvelles, vraiment intéressantes. Donc ça, c'est une liste de ce que je viens de mentionner. Il y a différents projets scientifiques aussi associés à la cosmologie, puisque ça découvre énormément de supernovas. Il y a plus de possibilités de découverte de supernovas superlumineuses, qui sont à peu près 100 fois plus lumineuses que les supernovas classiques, type 1, type 2. Et ça, je vais en reparler tout à l'heure. Et puis aussi, ils détectent les corps en mouvement, les astéroïdes, et un Graal, ça sera un Graal, mais avec le ZTF, ça va être compliqué. Ça serait d'avoir une contrepartie de quand il y a des ondes gravitationnelles qui ont été détectées il y a quelques années. Pour la première fois, des ondes gravitationnelles ont été détectées par la collision d'étoiles à neutrons. Et donc, il y aurait la recherche de cette contrepartie lumineuse. Mais le problème, c'est que détecter de quelle partie du ciel viennent les ondes gravitationnelles, c'est tout un travail, et on est encore très myope de ce point de vue-là. Et puis, il y a aussi un projet centré sur la galaxie Andromède, qui est très actif, comme on en a entendu parler hier. Donc ça, c'est un exemple de Tidal Disruptive Event, c'est-à-dire une étoile capturée par un trou noir. Donc c'est un objet qu'on a classifié.
en général, ce qui est intéressant, c'est que on voit la galaxie sur le graphe à droite, et en général, nous, on recherche des supernovas qui exploseraient dans une galaxie, derrière une autre galaxie, pour voir s'il y aura un effet de l'antigravitationnel. Je vais en reparler un peu tout à l'heure. Donc dans ce cas-là, c'est une étoile qui a été capturée par un trou noir. Donc en tout cas, c'est ce qu'on pense. Et on l'a classifié de cette façon parce que la courbe de lumière a ses caractéristiques plus rouges que vertes. Et aussi là, par sa forme. Ça, c'est un autre exemple d'une nova, en fait. Donc ça, c'est des phénomènes très rapides. Mais puis on peut voir dans le champ que c'est dans un champ très proche de notre galaxie, ou si c'est pas dans notre galaxie, à un redshift très très bas. Et donc dans une région où il y a énormément d'étoiles. Donc ça, c'est un autre type de forme de courbe de lumière. Et là, c'est tellement rapide que la montée n'a pas été capturée, par exemple. Ensuite, il y a ce que je vous ai mentionné tout à l'heure, les Fast Blue Optical Transients. Donc c'est des objets très très brillants, très rapidement, qui émettent énormément dans le bleu, l'ultraviolet. Donc il y a des théories. Certains pensaient que c'était un type de supernova, mais c'est encore très étudié. Et puis la première s'appelle 2018 Cow. Et cow, ça veut dire vache en anglais, donc c'est facile à retenir. Et il y en a quelques-unes qui ont été découvertes. Donc ça, c'est le type de courbe de lumière que vous pouvez voir. Donc là aussi, il y a un phénomène qui a augmenté en magnitude de 3 magnitudes très rapidement, qui n'a pas été découvert, qui n'a pas été cartographié. Et puis ensuite, on a toute cette décroissance de la courbe de lumière. Et ce qui est intéressant aussi dans le graphe en bas, là, c'est un système de classification basé sur du machine learning. Et dans ce cas-là, le machine learning, bien sûr, est perdu, parce que ça, c'est un phénomène qui n'était pas dans les types d'événements prévus. Et donc, à l'IAC, nous, on travaille sur différentes thématiques. Donc, il y a, comme je vous le disais, un projet sur les supernovas. On cherche des systèmes des supernovas qui seraient produits dans un système de lentilles gravitationnelles galaxie-galaxie. On travaille aussi donc avec des collaborateurs qui sont spécialisés sur ce sujet. On a aussi travaillé sur la détection et la classification de supernovas de type 1 à proche distance, à redshift plus petit que 0,1, donc c'est relativement bas, relativement proche. Et le but, c'était de les classifier 2 semaines avant que Hubble puisse les observer. Je vais vous le commenter. Et puis un projet sur les supernovas superlumineuses. Donc l'antigravitationnel, ça c'est une croix d'Einstein. Donc ce genre d'image est bien connu, je crois. Là, dans ce cas-là, c'est juste pour illustrer, c'est un quasar. Donc le quasar, il est juste dans l'axe de l'observateur et d'une galaxie qui est en avant-plan. Et dans ce cas-là, par la configuration et le centre la galaxie va déformer l'espace-temps localement. Donc on va voir 4 images par la déflexion de la lumière du quasar qui est derrière. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a une magnification, on gagne en magnitude, parce que là, d'une certaine façon, comme une loupe optique, la lumière est condensée. Donc on peut voir des objets 3 fois plus brillants. Donc si on imagine une supernova dans une galaxie, on ne voit pas la galaxie parce qu'elle est très peu brillante, mais une supernova explose, et donc on la voit beaucoup plus brillante qu'on ne pourrait la voir s'il n'y avait pas la galaxie entre la supernova et nous. Donc ça, c'est un exemple d'une qui a été découverte par le ZTF très récemment. Donc c'est SN ou Zwicky, parce que Zwicky, c'était un chercheur très fameux, dont vous avez sûrement entendu parler du XXe siècle, qui a postulé l'existence de la matière noire, beaucoup de choses, et qui est aussi à l'origine en hommage à ses recherches, le projet s'appelle ZTF. Donc sur l'image de gauche, c'est une croix d'Einstein qui a été observée par le satellite Hubble il y a quelques semaines. Donc avec des collaborateurs, on travaille activement là-dessus. Et dans les données de ZTF, on voit juste un point en fait. On n'a pas cette résolution qu'on a avec Hubble, et on voit une très belle croix d'Einstein, mais c'est un phénomène très rapide, donc la courbe de lumière est rapide. Et à droite, c'est sur les mêmes thématiques, mais c'est un projet où là on a des données de Hubble Telescope et du James Webb pour étudier une supernova qui sera un redshift de 1.5 à peu près dans un amas de galaxies. Donc c'est un autre phénomène de l'antigravitationnel. Donc ça, c'est pour vous montrer la courbe de lumière. Donc en haut, c'est la courbe de lumière qu'on a dans ZTF avec deux couleurs.
de la Zwicky. Et en bas, c'est une autre qui a été découverte en 2016 et qui a été très bien étudiée. Et donc, il y a les modèles qui montrent, pour chaque image dans la courbe d'Einstein, il y a 4 images de la supernova. Donc, on voit 4 courbes de lumière. Donc, à partir de cette information, il y a moyen de reconstruire un modèle de la lentille pour avoir des temps sur le retard entre les différentes images. Et ça permet de mesurer aussi la distance de l'espace entre nous et ces objets, et donc de mesurer la constante de Hubble. Donc ce sont des techniques aussi, indépendamment d'autres techniques, pour voir cette tension dont David parlait hier dans sa présentation, entre la mesure de la constante de Hubble dans l'univers local et vu du point de vue du CMB à la première lumière, avec le fond de rayonnement diffus, ce qui a été montré avec Planck par exemple. Donc plein de données intéressantes. Ça c'est un autre projet, Sierra, et ça rejoint aussi la mesure de la constante de Hubble, parce que comme il y a eu une question à ce sujet hier, poussière ou pas poussière? Quels sont les effets de l'obscurcissement par la poussière? Les supernovas, elles sont connues dans l'optique. Quand elles sont à plus haut redshift, on voit une autre partie du spectre, donc comparaison d'orange avec des pommes, effectivement. Et donc dans ce projet, on a collaboré avec un groupe d'Américains et on a utilisé un télescope qui est à La Palma, à Tenerife, un télescope robotique de 2 mètres. Et donc là, c'est un cas typique. En deux semaines avant qu'une étoile soit à son maximum, on avait un modèle de ce que pourrait être sa balistique si c'était une supernova de type 1A, parce que c'est ce qu'on cherchait. Et donc, dans la foulée, on pouvait mettre dans le système robotique, dans la queue d'observation, les coordonnées et l'objet. Si tout se passait bien, on avait dans les heures suivantes dans la nuit les données avec des spectres réduits, pas nécessairement calibrés, mais déjà une réduction très très bien pour faire de la science. Et on pouvait le comparer avec les banques de données qu'on a de supernova pour dire ok, ça c'est une supernova type 1A, ce qu'on recherche 10 jours avant le maximum. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez activer Hubble parce qu'il fallait un temps de 10 jours d'activation à peu près pour le satellite. Et il y avait à peu près une vingtaine de 24 objets. Le but c'était de détecter 24 à peu près supernova type 1A 2 semaines avant le maximum pour qu'on ait le temps d'activer Hubble. Donc ça c'est un exemple d'un spectre avec le Liverpool Telescope qui est incroyable. Un 2 mètres avec une demi-heure d'exposition, on pouvait déjà avoir un spectre. Et si on l'avait identifié rapidement, pour l'identifier, on utilise. Il y a différentes techniques, mais il y a un outil vraiment très chouette, enfin très très intéressant développé par Tonry, qui est le chercheur qui est à la base d'Atlas, et un de ses étudiants qui est à Marseille, Stéphane Blondin. Et donc il y a toute une base de données de spectres déjà connus, et c'est un outil mathématique. Enfin, ça fait une transformation mathématique du spectre pour voir quelles sont les structures les plus proches du spectre qu'on a en entrée, qui est à gauche. Donc ce qu'on voit, c'est le spectre en entrée à gauche qu'on a obtenu à l'observatoire. Il est relativement bruyant, entre guillemets. Et puis on le compare avec le meilleur template, le meilleur spectre qui nous donne, donc, ce qui nous dit si c'est à peu près la probabilité, statistiquement, si c'est 10 jours avant le maximum, 5 jours avant le maximum, si c'est une supernova type 1A, type 1B, ou de type 2, ou type 1C. Et donc ça, c'est la courbe de lumière de cette supernova. Donc ce qu'on peut voir sur la courbe, la première courbe, c'est quand l'objet a été rapporté au Transient Name Server. Ensuite, en rouge, c'est les observations qu'on a faites avec le Liverpool Telescope. Et la classification qui est en orange, il y a quelques heures, il y a 10 heures de différence entre le spectre et la classification ATNSC. Et puis ensuite, elle a été sélectionnée par l'équipe avec qui on travaillait. Et il y a eu des observations de Hubble, c'est les bandes bleues, pardon. Donc autour du maximum, parce que c'est ce qu'ils veulent faire, une base de données pour faire des comparaisons avec le James Webb. Et puis plus tard aussi pour avoir un second spectre 2 semaines après. Donc comment fonctionne ça? C'est un spectre avec Hubble, donc c'est pas avec une fente. Donc on voit à gauche, c'est le 20 avril, c'est lorsque la supernova était active, donc on la voit à la droite de la galaxie. Mais en fonction de l'orientation de Hubble sur le ciel pour cette observation, le spectre, on les voit G100, G102, G141. En fait, on a les spectres superposés de la galaxie et de la supernova dans ce cas-là. Donc l'idée, dans un cas complexe comme celui-ci, on ne peut pas extraire le spectre de la supernova directement. Donc plusieurs mois plus tard, lorsqu'elle est beaucoup moins brillante, on reprend un spectre
de la galaxie uniquement, on le soustrait et on a le spectre de la supernova. Donc ça, ce sont des travaux en cours, il y a des publications en préparation avec ces données-là. Un autre type de projet qu'on fait, que je dirige à l'IAC, c'est relié au magnétar. Donc ça, c'est une vue d'artiste d'un magnétar, c'est une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons, c'est ce qui reste d'un corps quand une étoile est en fin de vie, s'est effondrée sur elle-même. C'est extrêmement compact. Ça peut avoir un champ magnétique extrêmement puissant, et si ça a un champ magnétique extrêmement puissant, c'est ce qu'on appelle un magnétar. Donc il y en a plusieurs qui sont étudiés dans d'autres galaxies, mais qui ont explosé il y a très longtemps, et puis on en découvre avec ZTF. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment évolue la photosphère. Donc on a une explosion, elle est extrêmement sphérique, mais sur certains projets, à l'aide de polarimétrie linéaire, donc on a en haut la courbe de lumière c'est la supernova 2015 BN, qui est une super lumineuse, et la photosphère, donc c'est la courbe de lumière en haut, et en bas c'est la variation de la polarimétrie. Et la polarimétrie linéaire, basiquement, pour garder une image simple de la polarimétrie, pour ne pas rentrer dans les détails, elle va vous donner une information sur une perte de symétrie d'un système, ou un changement de symétrie. Donc quand la polarimétrie est très proche de 0, c'est que le système est très sphérique. Puis ensuite, quand elle augmente, c'est qu'il y a une composante du système qui perd en sphéricité. Et donc l'interprétation de ces données-là, c'est que à mesure que s'étend la photosphère de la superluminosa, de la supernova superlumineuse, on a accès à la photosphère à l'intérieur et on voit là une dissymétrie. Donc on ne sait pas encore la nature, mais c'est pour essayer de comprendre si le magnétar est à la base de ce modèle, mais c'est le modèle le plus robuste pour l'instant. Donc comme il y avait très peu de données sur ce sujet-là, j'ai monté un projet en collaboration avec des gens à l'IAC et à La Palma, et qui sont en train d'observer maintenant justement. Et donc on a eu des premiers résultats, un premier article cette année, et on a observé une superlumineuse. Donc à la droite c'est la polarisation, mais dans ce cas-là on ne voit pas de changement de symétrie du système. Donc on essaie d'augmenter l'échantillon de ce genre d'objet pour voir si ce qui avait été observé sur 2015 BN c'est fréquent ou pas. Et en bas, ce sont des spectres typiques, donc pour les classifier. Donc la structure en W sur le plot en bas là, ici. C'est pour un type de supernova superlumineuse, c'est par l'absorption de O2, très probablement. Et il y a énormément de travaux dessus. Pour l'instant, il y a à peu près plus d'une centaine de supernovas superlumineuses qui ont été cartographiées. C'est à peu près 1% des supernovas en général. Donc c'est une très faible proportion. Mais avec les surveys plus profonds, et ça a été découvert à peu près il y a une quinzaine d'années. Donc c'est un sujet encore nouveau. Et donc ça c'était pour la partie science avec le ZTF. Donc ça c'est la partie présente. Et le futur, c'est ce qui est en préparation et qui est déjà bien en marche. Donc c'est vraiment intéressant. La première lumière elle est prévue pour 2023, donc l'année prochaine. Et ça, c'est entre guillemets un ZTF puissance je sais pas combien, et qui va être basé au Chili. Donc je vais vous donner quelques informations sur ce projet. Le SST, donc c'est un projet de différentes organisations, surtout aux États-Unis et au Chili, mais aussi il y a des connexions avec différents pays, avec ceux qui développent les brokers qui pour traiter les données de ZTF dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est sur l'observatoire Vera Rubin. Donc là on est au Chili. À côté d'autres télescopes, donc c'est des très bons sites comme on a pu voir dans une présentation un peu plus tôt, ou d'observation d'astronomie amateur. Donc ça c'est une vue d'une webcam du LSST. Donc c'est une altitude de 2650 mètres à peu près. Le temps photométrique c'est à peu près 53% du temps estimé. Donc ça c'est un projet d'envergure parce que le miroir primaire il est 8,4 mètres. Donc c'est une ouverture effective de 6,4 mètres. Donc ça va pouvoir voir des événements très très profonds. La caméra, elle fait 3000 kilos à peu près. Donc bon, ce sont des projets colossaux de notre époque. Il y a la caméra qui est presque opérationnelle. Donc il y a eu des nouvelles il y a quelques jours à travers le site du Rubin. Donc ça vous donne une aperçu de la taille de la caméra. La caméra c'est 3.2 gigapixels, donc 0.2 arcs secondes par pixel. On parle de pixels de la taille de 10 microns, et puis avec des temps d'exposition d'une seconde minimum. Donc 3200 mégapixels
pour une caméra, pour un prototype de caméra. Contrairement aux ZTF, là, il y a beaucoup plus de filtres. Donc, en principe, on va avoir plus d'informations sur les courbes de lumière. Donc, ça va permettre de faire une classification avec le machine learning, avec l'intelligence artificielle plus robuste, mais une fois qu'ils auront des données. Donc, le projet est prévu sur 10 années. Les observations à chaque nuit vont atteindre les magnitudes à peu près dans la bande U de 23.9, en bande G et R à peu près 25 magnitudes. Et puis au bout de 10 ans, une fois que toutes les données ont été nettoyées des phénomènes transitoires, ça va atteindre jusqu'à 27, 28 magnitudes. Donc ça va être aussi des données qui vont servir pour comparer aux autres surveys. Ça, c'est pour vous donner quelques informations supplémentaires techniques. Donc, comme on parle de précision photométrique de 10 millimagnitudes, par exemple, donc pour observer des transitoires des planètes qui passent devant des étoiles, ça va être impressionnant. Ça va délivrer à peu près 20 terabytes de données par nuit. Donc, au total, 15 pétabytes au bout de 10 ans. Et le temps de réponse d'une alerte pour ZTF, c'est 20 minutes. Et là, ils veulent atteindre 60 secondes. Donc ça veut dire qu'il y a une observation sur le ciel. Et déjà, dans les brokers, le système qui traite l'information pour les alertes, ils vont avoir 160 secondes. Donc c'est impressionnant. Ils ont des estimations de faire des réalisations de données en 11 fois. Donc il va y avoir à peu près 20 milliards de galaxies, 17 milliards d'étoiles résolues, 6 milliards d'orbites ou d'objets dans le système solaire, et puis de nombreuses découvertes probablement. Donc beaucoup de gens, il y a un engouement, enfin c'est un gros projet. Donc ça c'est un plot que j'aime beaucoup, c'est une photo intéressante. On voit à droite, c'est la caméra de ZTF avec les 16 CCD dont je vous parlais. On peut comparer Andromeda sur un des détecteurs, donc ça vous donne une idée de la taille sur le ciel. Et puis le LSST, c'est une caméra un peu plus petite, mais avec plus de détecteurs. Donc une autre stratégie, une autre sensibilité et un autre type de télescope. Donc si on compare un peu, juste pour voir, c'est que LSST va être beaucoup plus efficace que ZTF, mais par contre va couvrir principalement l'hémisphère sud plutôt que l'hémisphère nord, parce que ZTF est dans l'hémisphère nord. Et puis en termes de données, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, un déluge de données. Donc au niveau de la science, il va y avoir la science similaire à celle que je vous expliquais tout à l'heure. Et puis la communauté s'attend à beaucoup de découvertes aussi, parce que il y a des choix stratégiques sur observer le ciel complètement toutes les 2 nuits, ou observer toutes les nuits, à quelle cadence, dans quel filtre, pour détecter des événements et ensuite les étudier. Et donc ce sont de nombreux défis techniques, mais aussi d'analyse scientifique, parce que comme on rencontre déjà des problèmes avec, entre guillemets, ZTF, pour classer, décider quelle source est la plus intéressante, parce que ce sont des données photométriques, mais on n'a pas la capacité à observer tout avec spectroscopie, et encore plus à ces magnitudes temps profondes, on n'a pas les instruments encore. Donc beaucoup de défis. Les données, si on les regarde toutes à l'œil nu, humainement, on ne pourrait pas les voir toutes, donc on est obligé de les traiter à travers les machines. Donc beaucoup de données, beaucoup de travail potentiel, s'il y a des décisions politiques qui vont dans ce sens-là, comme pour financer la recherche. Et le problème récurrent, dont on a entendu parler plusieurs fois dans cet événement hier, aujourd'hui, c'est que LSST a monté en place une structure à travers de Noir Lab aux États-Unis pour être en contact avec les industries, pour essayer de mitiger les effets de réflexion des télescopes, parce qu'on sait qu'il y a des tas de constellations. Donc en principe, avec des peintures différentes, des éléments absorbants, ils pourraient essayer de mitiger, entre guillemets, comme on dit en anglais, les effets de lumière. Et donc il y a des négociations, mais je pense que la communauté astrophysique ne pense pas qu'on va empêcher les satellites d'aller... parce qu'il y a des puissances très fortes derrière. Donc il y a d'énormes négociations. C'est très politique, bien sûr. Et je suis pas dans ces dossiers-là, mais je suis un petit peu de loin. Et puis ensuite, dans quelques éléments d'information que je voulais vous donner, j'ai regardé un petit peu. Donc il y a une fameuse page de David Bishop qui répertorie toutes les supernovas qui sont découvertes, classées en tout cas. Et dans sa page, il y a aussi tout un tas de listes de novas et de tout un tas d'objets. Donc ce sont des données ouvertes très très intéressantes. Il y a les supernovas quand il y a plusieurs supernovas dans une même galaxie, bon, tout un tas d'informations. Et puis au niveau du LSST, il y a un projet d'éducation et de public outreach, donc c'est comme on le fait dans cet événement en tant que scientifique professionnel, quand
on vient présenter ce qu'on fait un petit peu. Et donc, LSST, Vera Rubin, prévoit de mettre en accès public une partie des données pour des projets d'éducation, de contact avec les écoles ou, je pense, les structures comme El Planetario Aquí. Ils ont aussi développé une application qui s'appelle Zoo Universe, que j'ai téléchargée tout à l'heure, et dans laquelle ils vont rajouter des choses. Dans cette application, on peut déjà voir des images et classer des galaxies, savoir est-ce qu'on pense que c'est une galaxie ou pas. Donc ça, c'est du crowdfunding, c'est du travail qui est fait par chaque personne qui a envie, peut apprendre. Il y a des tutoriaux pour voir, et donc il va y avoir des projets dessinés dans ce contexte-là. Et puis, je pense que j'ai pas le temps. Si, j'ai peut-être le temps. 5 minutes. Donc je vais essayer de vous montrer. Je vais voir si j'y arrive. Ça, c'était juste pour vous montrer. Donc ça, c'est une application du broker Alers. Comme on est dans un événement interactif aussi, je me suis dit que juste vous donner de l'information, c'était bien, mais vous montrer comment on travaille un petit peu, ça peut être intéressant. Parce que toutes ces données-là, vous y avez accès aussi, en fait. Donc, tout le monde, elles sont publiques. Donc là, si je regarde, je rafraîchis, sont toutes les... Ouais, je l'avais déjà rafraîchi. Donc ça, c'est toutes les alertes reçues depuis ZTF dans les 24 dernières heures. Oh, ah pardon. J'avais oublié ça. Hop. Je m'excuse. Donc, est-ce que si je fais ça, ça va? Ou ça va pas? Si, c'est mieux. Donc ça, c'est juste pour vous montrer. C'est toutes dans les 24 dernières heures, c'est toutes les alertes qui ont été détectées par le broker Alers. C'est juste pour vous donner un exemple. Et donc, il y a moyen de regarder, il y a moyen de voir le nom de ZTFE. Donc ça, c'est un nom, il y a des coordonnées. Donc, en général, il y a une détection parce que ce sont les événements les plus récents. Et puis, il y a d'autres outils. Donc, je voulais vous montrer un petit peu. Ça, c'est le serveur. Donc le Transient Name Server, le serveur de nom de transient dont je vous parlais. Donc si par exemple on ne met aucun chiffre là, ça va aller voir dans toute la base de données. Et puis ensuite on peut aller voir par exemple, j'avais regardé, il y a différents types d'objets. Les Nova par exemple, puis on fait entrer. Donc ça va scanner la base de données. Et puis ça va vous dire que dans la base de données, il y a à peu près 50 candidates Nova. Donc elles sont classées par ordre d'apparition. Et si je me souviens bien, la dernière, elle a été observée récemment. Donc il y a différents noms des projets qui les ont classifiés. Et donc il y a moyen d'aller voir sur ce lien pour voir la première. Et donc là, on est sur la page, c'est une Nova, donc à un redshift très très bas. Donc on a les coordonnées ici. Hop. On peut prendre les coordonnées, on peut faire un copier-coller, et puis ensuite on peut aller voir dans un autre broker, on met les coordonnées, et là ça nous sort l'objet ZTF avec la courbe de lumière. Donc la dernière mesure a été prise il y a à peu près 20 jours en fait dans ce système. Donc ça c'est le champ de vue où elle a été observée. Donc on peut faire un zoom, on peut unzoomer, on peut aussi regarder donc ces différentes cartographies dont je vous parlais, hein. Donc il y a des outils mis en place pour essayer de collecter l'information de manière rapide pour prendre des décisions. Et je me souviens. Et voilà. Donc hop. Et là j'ai fait un copier-coller. Copier-coller du nom. Et puis on va aller sur le dernier lien. On va mettre l'objet. Et ça, c'est pour vous montrer comment fonctionne un peu LRC. Donc, il vous sort... Donc là, il a mis ça blocus, parce que la première image, probablement, il y avait quelque chose dans le CCD qui fait qu'il pense que c'est une erreur. Et donc ça, c'est la courbe de lumière qui a finalement été observée. Et si on descend, donc ça, c'est classifié comme bogus. Donc, LRC a deux types de classificateurs avec du machine learning. Principalement sur les courbes de lumière, et puis un autre en étudiant uniquement les images prises, donc l'imagerie différentielle. Donc il y a énormément de développement, comme vous le savez, la machine learning, l'intelligence artificielle est partout dans la société maintenant, et en science c'est un outil
qui est approprié pour ce genre de projet, puisque le volume de données est incroyable, quoi. Donc c'était ce que je voulais vous montrer un petit peu de ce côté-là. Hop, et je vais arriver à ma conclusion. Hop, je vais retourner sur le talk. Et hop. Donc ça, c'est les liens que j'ai mis si jamais la présentation. Et donc, juste pour conclure, c'est que quand on va dans la nature et qu'on observe le ciel, si on l'observe pas très longtemps avec une caméra qui montre la rotation, ben il est beaucoup plus actif que ce qu'on peut voir à l'œil nu. Il y a énormément d'événements, on va en découvrir encore plus. Et juste pour terminer, si, comme on le dit souvent, on l'a entendu dans la chanson hier, nous sommes tous faits de poussière d'étoiles. Nous sommes aussi tous des transitoires, donc c'est-à-dire que nous naissons, nous croissons, nous nous éteignons et on propage notre lumière. Voilà. Merci beaucoup. ¿Vous avez des questions? ¿Alguna pregunta? ¿Tienes Pipo el micrófono? Oui. Non. Allô? Ah voilà. Oui. Merci, c'était passionnant. Au début et même tout le long de votre exposé, vous avez parlé de l'utilisation du télescope Hubble. Sauf erreur de ma part, et corrigez-moi si je dis une bêtise, mais le télescope Hubble a vocation à s'arrêter en fait. Sauf erreur de ma part. Donc est-ce que c'est vrai? Et d'autre part, comment vous allez, le cas échéant, le remplacer? Remplacer ses caractères, enfin voilà, ce qui vous apporte. Dans ce que je connais de l'histoire du télescope Hubble, c'est qu'il a une durée de vie beaucoup plus grande que ce qu'ils avaient prévu. Et quand ils ont des problèmes techniques, ils arrivent à en régler certains à distance, donc à prolonger sa vie. Mais par contre, aucune idée de savoir quand est-ce qu'il va arrêter d'être... Ça pourrait arriver du jour au lendemain, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, il continue, donc en fait, on a de la chance, parce qu'il y a le James Webb qui a été envoyé à Noël dernier, qui produit des images incroyables, et le Hubble est super complémentaire, enfin très complémentaire. Donc on verra si on a de la chance pour l'utiliser beaucoup plus de temps, ou pas. On connaît bien le taux de supernova, type 1A, LAPS et autres. À combien de supernova lentillés tu t'attends par an? Ah, dans les statistiques, ça j'ai pas ces nombres-là en tête, mais... Parce que j'en connais deux qui ont été étudiés avec Hubble. Les supernovas qui ont été par effet de lentilles gravitationnelles. Ah, pardon, je comprends. Non, j'avais pas compris. Il y en a 4 par système... Bon, il y en a 5 maintenant, en fait. Avec des systèmes galaxie-galaxie ou amas de galaxies et une galaxie derrière un amas de galaxies. Donc, c'est des problèmes de reconstruction du modèle de lentille très différents. Mais il y a moyen de mesurer les retards. Donc, oui, c'est ça qui est intéressant. Donc, on connaît déjà 5 exemples. Voilà. Donc, ça fait 3 ans qu'on en recherche, en fait, en utilisant ZTF. Donc, c'est pour ça qu'on a énormément de données, qu'on a classifié différents types de sources. Mais pour l'instant, il y en a 5 à ma connaissance. Merci. Ce fut une longue journée. Merci. Face au machine learning, qu'est-ce que les amateurs peuvent encore apporter dans ce genre de projet? Comme les amateurs sont des passionnés et qui passent parfois plus de temps sur certaines problématiques, dans le machine learning,
pour le prendre de ce côté-là. Il y a le langage Python, qui est un langage ouvert et libre, qui est en accès libre. Donc s'il y a du projet en accès libre avec des gens qui ont des idées et qui proposent des choses, si ça peut être utile, ça sera utile aussi, hein. Bien sûr. Après, il faudra voir comment essayer de le faire passer à la communauté ou le faire connaître, parce que de plus en plus de jeunes chercheurs, en tout cas, moi je suis plus de la génération des jeunes chercheurs, mais comme le machine learning est arrivé il a vraiment commencé à exploser il y a 10 ans, là il est de plus en plus présent, le langage Python pour l'instant, peut-être que ça changera de langage plus tard. Et donc il y a des gens qui ont des compétences très fortes en informatique, donc c'est vrai que l'astronomie à notre époque, c'était plus comme à l'époque de Kepler, parce qu'on a des aspects entre écrire en anglais, connaître l'instrumentation, comprendre la théorie, aller chercher de l'argent éventuellement, enfin toutes ces choses-là. Donc s'il y a des projets avec des gens qui ont du temps et qui sont passionnés et qui le font très bien, ça peut être très utile bien sûr. En fait, on est de plus en plus confronté à, je pense avec toutes ces déluges de données, à des possibilités de travaux collectifs, hein. Et c'est ce que j'ai très apprécié de la rencontre aujourd'hui, parce que j'ai découvert plein de choses et plein de projets exaltants, et je vous remercie. ¿Alguna pregunta más? Estamos cansados ya. Sí. Pues estupendo, muchísimas gracias, Carlins. Un placer. Muchas gracias. Donc, la journée est finie, on est arrivé à la fin. C'était une journée très intense, une très belle journée, une journée avec beaucoup de contributions. Et donc il faut clôturer ces rencontres transfrontalières. Je ne sais pas vous, mais moi je repars d'ici avec beaucoup d'énergie astronomique, j'ai beaucoup d'énergie stellaire. J'espère que ça va durer jusqu'aux prochaine rencontre, au moins. Donc, on va clôturer cette séance, mais ça continue, hein. On va dîner ensemble. Rendez-vous à 21h30 à l'hôtel Sancho Ramirez. À la sortie du planétarium, il y a un parc à droite, d'accord, sur la droite. Donc, rendez-vous là. Demain matin, on va aller à l'observatoire de Giuliano. Le car partira d'ici à 9h du matin. Et concernant les radios, n'oubliez pas qu'il faut rendre les écouteurs, d'accord, et récupérer votre caution. D'accord, n'oubliez pas qu'il faut rendre les écouteurs pour récupérer la caution. Très important. C'est magnifique d'être ici. On a passé 2 jours magnifiques et je tiens à remercier principalement le planétarium, parce que le planétarium nous a laissé utiliser ces installations et ils ont une valeur humaine impressionnante. Merci à nos interprètes, les deux, Mariela, Maïda, merci. Merci de votre travail. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à nos collègues, la Société d'astronomie populaire de la Côte Basque. Vous êtes super. Merci les gars. Je remercie les volontaires, les personnes volontaires du réseau Astro Navarra. Vous avez fait un travail incroyable ici. Merci à tous les bénévoles. Merci aux personnes qui travaillent dans la communication, parce que grâce à leur travail, on s'est enrichi. Et vous êtes fantastiques. Merci bien. Et merci à tous et à toutes d'être venus. Vraiment merci. Et puis je termine.
je remercie l'Observatoire de Guirguilleno parce que demain, on aura des surprises. On va passer une superbe matinée. Grâce à eux. Merci. Merci à nos sponsors Diario de Rama, Navarra, Caja Rural, Anco et Medna. Et puis, je souhaiterais terminer avec une citation de Frank White. Il n'y a pas de frontières ou de limites dans la planète, excepté celles que nous créons dans nos cerveaux ou à travers nos comportements humains. Alors, merci beaucoup et puis bonne soirée.